Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet, vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société, sans tabou et sans préjugés. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, je voulais revenir sur un sujet que j'ai déjà un peu évoqué par le passé, qui est un mouvement philosophique, on peut dire, qui s'appelle l'altruisme efficace. Et la raison pour laquelle je voulais en parler cette semaine, c'est que l'altruisme efficace est de nouveau indirectement dans l'actualité, et pas forcément sous un jour très flatteur, puisque là, récemment, fin mars 2024, Sam Bankman-Fried a été condamné à 25 ans de prison pour des faits de fraude et de détournement de fonds. Alors Sam Bankman-Fried était un peu une figure de proue de l'altruisme efficace. Donc l'épisode va être séparé en deux parties. Déjà, je voulais parler de Bankman-Fried et rappeler un peu ce qu'il a fait et pourquoi il a été condamné. Et dans une seconde partie, je voulais parler d'altruisme efficace, parce que, en vrai, je pense que notre ami Sam n'a jamais été un très bon ambassadeur pour le mouvement, et je pense que malgré la mauvaise passe qu'il traverse, il y a des idées intéressantes dans les réflexions associées à l'altruisme efficace, au plan philosophique j'entends, même si je suis aussi un petit peu sceptique sur certains aspects, Mais donc voilà, je voulais faire un épisode, alors léger, mais pour vous donner potentiellement envie de lire un peu les auteurs de l'altruisme efficace, et pour s'éloigner un peu des entrepreneurs de la tech qui s'y associent, avec une sincérité dont on peut légitimement douter. On viendra à l'aspect philo un peu après, parce qu'il y a quand même aussi des choses à dire sur cet entrepreneur de la tech spécifique. Donc pour commencer, qui est Sam Bankman-Fried et quel est son crime ? Pour répondre à cette question, il faut vous parler également d'une plateforme qui s'appelle FTX, donc FTX en anglais, dont le nom vous dit peut-être quelque chose puisque c'est par le biais de cette entreprise notamment que les actes délictueux ont été perpétrés. Sam Bankman-Fried, donc c'est un entrepreneur américain, un peu genre Silicon Valley puisqu'il est de Californie. C'est un gars pas vieux, il est né en 1992, donc c'est vraiment ce qu'on appelle un tech bro aux États-Unis. Et entre 2017 et 2019, il a fondé donc deux entreprises dans le domaine des crypto-monnaies. Une première en 2017, Alameda Research, puis une seconde 2 ans après, FTX. Les deux étaient plus ou moins dédiés à la même chose, du trading de crypto-monnaies. Alors vous allez me dire, quel rapport entre un parcours dans la tech, qui se réalise en plus dans la finance, et la philosophie morale, et quel rapport avec l'altruisme efficace ? Et avant de préciser la corrélation entre tout ça, je pense qu'il faut déjà brièvement définir ce que c'est que l'altruisme efficace. Pour faire court, l'altruisme efficace, c'est l'idée, dans le domaine philanthropique, d'essayer de maximiser l'impact d'une action. Par exemple, si vous donnez 100 € à une fondation, selon la cause sur laquelle cette fondation travaille, ça n'aura pas le même impact. Pour préciser, avec une seule et même somme, vous ferez beaucoup plus de choses si vous luttez par exemple contre la malaria que si vous luttez contre la progéria. Ça veut pas dire que la progéria c'est pas grave, c'est simplement que c'est une maladie qui est beaucoup plus rare que la malaria, et qu'en plus de ça, la malaria c'est bien plus facile à traiter, et donc ça requiert moins d'argent. Et donc vraiment dans une démarche qui est liée au courant philo de l'utilitarisme, du conséquentialisme, on y viendra, mais je veux pas développer ça tout de suite. Pour en revenir à notre sujet, donc, le rapport entre Bankman-Fried, ses entreprises de trading de crypto-monnaies et l'altruisme efficace, c'est que, en fait, il est passé brièvement par le milieu de l'altruisme efficace en 2017, puisqu'il a travaillé, alors pendant très peu de temps, mais quand même, au Center for Effective Altruism, qui promeut les principes de l'altruisme efficace et qui a été fondé en 2012 par Toby Ord et William MacAskill, qui sont eux pour le coup des philosophes, rattachés à l'université d'Oxford, qui sont un peu les instigateurs du mouvement de l'altruisme efficace. Je vous parlerai plus en détail des idées de William MacAskill dans la seconde partie. Toujours est-il donc que ce court passage dans cette organisation montre que Bankman-Fried était intéressé par cette approche de la philanthropie. Et justement, c'est d'ailleurs un peu là-dessus qu'il a bâti contre-intuitivement ses entreprises de trading de crypto-monnaies, parce que l'un des principes de l'altruisme efficace, c'est aussi justement d'avoir une réflexion sur la meilleure façon dont on peut générer de l'argent dans le but de le redistribuer à des œuvres caritatives. L'idée ici, c'est de dire, en fait, potentiellement, si je choisis telle carrière plutôt que telle autre, je pourrais générer plus d'argent et donc je pourrais avoir un impact plus fort. Et donc dans le cas des sociétés de Bankman-Fried, l'ambition, c'était de faire du trading et de générer beaucoup d'argent, et pas tellement pour le profit en soi. En tout cas, c'est ce qui était annoncé. Alors après, on peut douter de la sincérité de Sam Bankman-Fried, mais en tout cas, c'est ce qui était mis en avant. D'ailleurs, quand Sam Bankman-Fried, donc SBF comme on l'appelle parfois, a fondé Alameda Research en 2017, son staff à la base, c'était beaucoup de gens qui venaient des milieux liés au mouvement altruiste efficace, et pas tellement des gens de la finance. Quoi qu'il en soit, donc, il y avait beaucoup de connexions entre Bankman-Fried et cette mouvance philosophique. Il était par exemple membre de Giving What We Can, qui est une organisation dont tous les membres donnent au minimum 10% de leurs revenus à des œuvres caritatives les plus efficaces possibles, rapportés à chaque euro ou chaque dollar investi. Dans la même idée, Bankman-Fried avait fondé le Future Fund, qui avait pour but également de distribuer des fonds à des ONG reconnus par le mouvement de l'altruisme efficace. Donc factuellement, SBF a fait des choses plutôt louables, mais en même temps il a aussi eu des déclarations un peu ambivalentes sur la question de l'éthique, qui peuvent faire douter de son honnêteté. Par exemple, il a dit à une journaliste du média américain Vox que ce genre de déclaration d'intention, c'était quand même aussi beaucoup de la com et pas forcément très sincère, mais après coup il est un peu revenu sur cette position en disant qu'il faisait ici référence à des démarches comme la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, ou au greenwashing, et que donc il était sincère quand il parlait d'altruisme efficace. Alors chacun se fera son avis sur la question, en tout cas on peut pas lui retirer qu'il a quand même agi, qu'il a fait des choses qui relèvent de l'altruisme efficace. Même si, et c'est l'ironie de la chose, après la faillite de FTX, visiblement il y a eu une récupération d'une partie des fonds qui avaient été donnés par la société pour rembourser ses dettes. Alors, il n'y avait pas que des dons à des assos, mais aussi à des politiciens, enfin quand même. Mais donc justement, qu'est-ce qui est reproché précisément à Bankman-Fried? Qu'est-ce qui a occasionné la faillite de son entreprise? Et quelle est en fait l'affaire FTX dans le détail?
Alors au niveau des chefs d'accusation, on est ici face à de la fraude, de l'association de malfaiteurs et du blanchiment d'argent, et au total c'est près de 8 milliards de dollars que SBF a fait perdre aux clients de la plateforme d'échange de crypto-monnaies FTX. Comment ? Eh bien j'ai un extrait d'un article de Capital à ce sujet, donc c'est pas un média que je lis énormément, mais en l'occurrence j'ai trouvé que l'article résumait assez bien les choses, et donc je vais vous lire ce petit passage, et je vous mettrai un lien vers le papier complet en description, c'est un article de Amélie Charnet. Je cite. La cerise sur le gâteau, c'est la collusion entre FTX et la première société de SBF, Alameda Research. Le site spécialisé Coindesk a signalé dès le 2 novembre 2023 que Sam Bankman-Fried se servait de l'argent des clients de FTX pour alimenter Alameda Research. Au moins 10 milliards de dollars auraient été ainsi transférés illégalement. Des collaborateurs avaient même révélé à l'agence de presse Reuters qu'un système de portes dérobées permettait à SBF de piocher dans les caisses sans que personne ne s'en aperçoive. Il empruntait aussi à Alameda Research pour alimenter d'autres entités ou ses propres comptes. Quant à la société d'analyse Argus, elle a repéré qu'Alameda Research achetait des crypto-monnaies juste avant qu'elles soient rendues disponibles sur FTX et prennent de la valeur. Alameda semble donc avoir été informé par la plateforme alors même que les deux sociétés auraient dû rester à distance. Un beau délit d'initié en perspective. La liste des malversations de Sam Bankman-Fried et de son équipe rapprochée n'est pas close, mais elle mortifie déjà les acteurs du marché. Cette affaire va rester comme un traumatisme énorme pour tout le secteur. Il y avait déjà eu des faillites de plateformes, mais jamais à ce niveau financier, constate Claire Balva, notre experte en crypto-monnaie. La déroute a fragilisé tout l'écosystème et touché certains plus que d'autres. Aux États-Unis, le spécialiste des prêts d'actifs numériques BlockFi a déposé le bilan. La plateforme Gemini a gelé certains retraits. En France, l'intermédiaire CoinHouse, partenaire de Genesis, a dû suspendre son livret crypto, un produit d'épargne. Fin de citation. Donc évidemment, tout ça étant exposé, il serait compréhensible, et je sais que c'est le cas de certains, de se dire « Bon, l'altruisme efficace, c'est bien gentil, mais visiblement c'est une vaste blague, et personne ne défend ça sincèrement. Preuve en est avec cette sombre histoire de la faillite de FTX. Je peux le comprendre, mais je pense qu'il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et donc maintenant, j'aimerais justement qu'on parle un peu philo, qu'on parle des vraies réflexions qui fondent ce mouvement. Et déjà, une chose importante à dire, c'est que, pour les philosophes qui ont créé le concept, la démarche utilitariste n'est pas suffisante. C'est pas des gens qui sont purement dans le conséquentialisme et qui rejettent les autres écoles de pensée de la philosophie morale. Et je vais d'ailleurs prendre 2 secondes pour définir un peu tout ça. Donc l'utilitarisme et le conséquentialisme, ça va de pair souvent ensemble. Ce sont des doctrines en philosophie morale dont l'apport principal consiste justement en des réflexions sur la maximisation du bien-être collectif. Le conséquentialisme ajoutant la prise en compte des conséquences potentielles, y compris à long terme, de toute forme de prise de décision dans le domaine de l'éthique. Alors parfois on oppose le conséquentialisme à d'autres branches de l'éthique normative, comme par exemple l'éthique de la vertu, ça va être tout ce qui est hérité d'Aristote et qui se focalise sur la vertu individuelle, et aussi parfois au déontologisme qui est très associé à Kant, et qui va pour sa part ériger des grands principes auxquels les actions qu'on désire éthiques devront se conformer. En réalité, on peut développer une éthique qui soit à la fois, par exemple, aristotélicienne, mais qui comporte également un aspect conséquentialiste. Et la raison pour laquelle je vous fais ces précisions, au-delà de clarifier un peu les termes, c'est pour tordre le cou à cette idée que les philosophes utilitaristes ou conséquentialistes seraient presque machiavéliques, qui seraient dogmatiques dans leur approche de l'éthique et que seules des considérations utilitaristes les intéressent. Parce que c'est quelque chose qu'on entend parfois, et d'ailleurs utilitariste est même utilisé dans certains cas comme une insulte pour décrire quelqu'un qui serait prêt à sacrifier la minorité au profit de la majorité. Dans les faits, les philosophes sérieux, ils sont nuancés en fait, il s'agit pas de ça. Enfin voilà, ça me semblait important de préciser ce point. Cela étant dit, je voulais maintenant qu'on rentre un peu plus dans le détail, et vous parler de 2 auteurs en particulier qui sont des figures vraiment connues du mouvement de l'altruisme efficace, qui est quand même plus un truc anglo-saxon, William MacAskill et Peter Singer. Donc rapidement, William MacAskill, c'est un philosophe écossais assez jeune, il n'a même pas la quarantaine, qui est associé à l'université d'Oxford, et Peter Singer, il est plus connu parce qu'il a touché à beaucoup de sujets, notamment celui de l'antispécisme. C'est un philosophe australien qui travaille aux États-Unis, puisqu'il enseigne à l'université de Princeton. Et les livres de ces 2 auteurs qui vont nous intéresser aujourd'hui, c'est The Most Good You Can Do, de Peter Singer, et Doing Good Better, de William MacAskill. Les 2 sont parus en 2015, et les 2 défendent des thèses conséquentialistes qu'on peut associer à l'altruisme efficace. Et pour vous parler un peu de ces 2 bouquins, je voulais commencer par vous lire un extrait, traduit par mes soins, de The Most Good You Can Do, c'est celui de Peter Singer, extrait dans lequel il pose un peu les fondations de la réflexion. Je cite. « Que signifie faire le plus de bien ? Les altruistes efficaces ne donneront pas tous la même réponse à cette question, mais ils partagent certaines valeurs. Ils seront tous d'accord pour dire qu'un monde avec moins de souffrance et plus de bonheur est, toute chose égale par ailleurs, meilleur qu'un monde avec plus de souffrance et moins de bonheur. La plupart diront également qu'un monde dans lequel les gens vivent plus longtemps est, toute chose égale par ailleurs, meilleur qu'un monde dans lequel les gens vivent des vies plus courtes. Et ces considérations expliquent pourquoi aider les personnes vivant dans une extrême pauvreté est une cause populaire parmi les altruistes efficaces. Comme nous le verrons plus en détail dans le chapitre 10, une somme d'argent donnée fait beaucoup plus pour réduire la souffrance et sauver des vies si nous l'utilisons pour aider les personnes vivant dans une extrême pauvreté dans les pays en développement, que si nous la donnons à la plupart des autres causes caritatives.
Fin de citation. Donc voilà, ici vous avez un des aspects fondamentaux de l'altruisme efficace que je vous ai expliqué un peu plus tôt, l'idée d'être dans une forme de maximisation de l'impact de notre action caritative. Et ça me semble important de réitérer ça et de vous donner quelques éléments conceptuels qui émanent de philosophes pour prendre un peu de distance avec l'affaire Sam Bankman-Fried, parce que je pense qu'il a fait beaucoup de mal à l'altruisme efficace en termes de relations publiques, et en réalité c'est un mouvement qui n'est pas inintéressant, même s'il n'est pas parfait, hein, bien sûr. Et justement en ce sens, je voudrais maintenant poursuivre avec un extrait du bouquin de William MacAskill, cette fois, Doing Good Better, parce qu'évidemment, une fois qu'on a énoncé le principe de la maximisation de l'impact caritatif, il y a plein de questions qui se posent, en particulier sur comment catégoriser, comment hiérarchiser les causes, les ONG, etc. Et c'est un peu ça qu'essaie de faire MacAskill dans son livre, nous donner un cadre pour réfléchir à ces questions et pour prendre des décisions. Je vous lis tout de suite un extrait dans lequel William MacAskill met en avant les critères qui lui semblent importants à ce sujet, et en particulier ce qu'il appelle le délaissement, c'est-à-dire le fait qu'une cause soit connue ou non du grand public, l'échelle, l'ampleur du problème, et ce qu'il appelle la malléabilité, c'est-à-dire à quel degré ces dons vont pouvoir transformer la situation, faire bouger les lignes, faire bouger le problème, etc. Je cite. Pour illustrer le cadre de l'échelle de la malléabilité et du délaissement, voyons comment celui-ci fournit un argument solide en faveur d'une focalisation sur la pauvreté mondiale plutôt que sur la pauvreté nationale. L'ampleur de la pauvreté mondiale est bien plus importante, tant en termes de chiffres que de gravité, que la pauvreté nationale ne l'est dans les pays les plus riches. Il y a 46,5 millions d'Américains vivant dans la pauvreté relative, définie par le fait de vivre avec moins de 11 000 $ par an, mais il y a 1,22 milliard de personnes dans le monde vivant dans une extrême pauvreté, définie par le fait de vivre avec moins de 550 $ par an. Deuxièmement, la pauvreté mondiale est beaucoup plus délaissée que la pauvreté nationale. En 2014, 500 milliards de $ ont été dépensés en aide sociale aux États-Unis, tandis que l'aide totale et la philanthropie aux pays pauvres n'a été que de 250 milliards de $ cette année-là. Le plus important, comme nous l'avons vu, la pauvreté extrême, est un problème beaucoup plus malléable que la pauvreté nationale, avec des estimations actuelles suggérant que, à dépenses égales, vous pouvez faire 100 fois plus pour fournir le même niveau d'avantage à quelqu'un en situation de pauvreté extrême que vous ne le pouvez pour quelqu'un au niveau national. Voilà, ici on voit, et c'est ce que je trouve intéressant, que les altruistes efficaces essaient vraiment d'avoir une approche la plus pragmatique possible quant aux dons qu'ils vont faire. Alors évidemment, ça peut déplaire à certains ou certaines, parce que, on pourrait dire, moi je préfère aider en priorité mes compatriotes plutôt que des gens qui sont de l'autre côté de la planète. Et si ça peut s'entendre en soi, parce que chacun fait ce qu'il veut de son argent, il faut quand même prendre en compte que ce que MacAskill appelle la malléabilité, c'est-à-dire qu'encore une fois, avec la même somme d'argent, vous pouvez potentiellement faire beaucoup plus pour une cause A que vous ne pourriez faire pour une cause B, il faut quand même prendre en compte ce que MacAskill appelle la malléabilité. C'est-à-dire qu'encore une fois, avec la même somme d'argent, vous pouvez potentiellement faire beaucoup plus pour une cause A que vous ne pourriez pour une cause B. Et de fait, c'est vrai que quand on réfléchit à l'exemple qu'on vient de voir, la préférence nationale se discute aussi. Un être humain, c'est un être humain, qu'il soit français, bangladais ou tchadien. Et donc il y a aussi des raisons de ne pas favoriser ses concitoyens. Et encore une fois, un des objectifs de cet épisode, c'est aussi un peu de mettre de la distance entre SBF et l'altruisme efficace, parce qu'il me semble évident qu'il y a des gens beaucoup plus sérieux et sincères que lui, qui sont à l'origine de ces réflexions. C'est pas forcément la panacée non plus, et je vais y venir dans un instant, mais avant ça, pour vous donner envie de vous pencher sérieusement sur ces livres, parce que l'épisode d'aujourd'hui avait vraiment vocation à introduire le sujet, je voulais vous lire un dernier extrait de celui de MacAskill, où il résume l'intérêt de la démarche. Je cite. La plupart des gens veulent améliorer la vie de leurs semblables. Et si vous lisez ce livre, vous ne faites probablement pas exception à cette règle. Cependant, de bonnes intentions peuvent trop facilement entraîner de mauvais résultats. Le défi pour nous est le suivant. Comment pouvons-nous nous assurer que lorsque nous essayons d'aider les autres, nous le faisons de la manière la plus efficace possible? Comment pouvons-nous nous assurer que nous évitons de causer accidentellement du tort et réussissons à avoir le plus grand impact positif possible? Ce livre tente d'aider à répondre à ces questions. Je crois qu'en combinant le cœur et la tête, en appliquant les données et la raison aux actes altruistes, nous pouvons transformer nos bonnes intentions en résultats surprenamment bons. Fin de citation. Et pour info, donc, le livre de MacAskill, Doing Good Better, n'est pas encore traduit, donc celui-ci, si vous le lisez, ce sera en anglais. En revanche, je l'ignorais, mais je viens de découvrir que celui de Peter Singer, The Most Good You Can Do, a bien été traduit en français sous le titre très simple de L'altruisme efficace. C'est dispo aux éditions des Arènes. Alors pour conclure sur une note peut-être un petit peu plus critique, je voulais vous donner aussi une considération qui est plus personnelle et qui en soi ne porte pas uniquement sur l'altruisme efficace, mais sur les œuvres caritatives et sur la philanthropie en général. C'est d'ailleurs un sujet que j'avais évoqué au tout début du podcast, c'était dans ma première interview avec Vincent Hédin, l'auteur du livre Quand la charité se fout de l'hôpital. Je pense que je vais la rediffuser prochainement si l'épisode n'a pas trop mal vieilli. Quoi qu'il en soit, donc je voulais vous partager en conclusion quelques réflexions associées à tout ça, un peu plus critiques, qui sont notamment que pour moi, la philanthropie et la charité, organisées de cette façon-là, c'est un peu une rustine. Évidemment, sur le principe, c'est tout à fait noble de créer des organisations, des fondations pour œuvrer à la charité. Mais si on a besoin d'avoir des ONG, des assos, etc., c'est bien qu'il y a un manque à la base. Là où je veux en venir, c'est que notre paradigme actuel repose en grande partie sur des initiatives privées ou semi-privées, et ça c'est un truc à mon avis très lié au mode de production capitaliste, et à ce qu'il entraîne, ce qu'il occasionne en termes idéologiques.
On va dans un premier temps faire du business et beaucoup d'argent de façon pas forcément très éthique, et après, ensuite, on essaie de se donner bonne conscience en finançant des initiatives d'intérêt public ou caritatives. C'est toute l'histoire de l'industrialisation et du capitalisme. Regardez les parcours de gens comme Carnegie ou Rockefeller, et vous verrez qu'on est là-dedans. Leurs fortunes respectives ont été littéralement bâties sur le dos de leurs employés, en détruisant parfois des vies, et comme ils en avaient conscience, et que c'était pas non plus des personnages abominables, c'est pas ce que j'essaie de dire, mais donc comme ils en avaient conscience, ils ont essayé ensuite, pour dans une certaine mesure compenser, de faire des dons, de créer des associations, de créer des bonnes œuvres, etc., etc. Et aujourd'hui, on a hérité de ça. On se retrouve avec des milliardaires très connus comme Zuckerberg ou Bill Gates, qui donnent de l'argent, parfois beaucoup d'ailleurs, hein. Mais moi, mon problème avec ça, c'est que ça ne me paraît pas sérieux du tout que ça se fasse sur la base de leurs petites préférences personnelles. Et je sais que ça va choquer un peu plus la frange libérale de mon audience, mais je pense qu'on devrait se questionner, philosophiquement, sur cet état de fait. Est-ce que c'est normal qu'un individu, très riche et donc qui a potentiellement un vrai impact, décide que telle cause est importante et pas telle autre? Sinon, est-ce que c'est pas plutôt une forme de représentation collective de décider de ce qui importe à la collectivité? Là-dessus, les réflexions sur l'altruisme efficace, l'utilitarisme, le conséquentialisme et tout ça présentent l'intérêt de donner justement un cadre de réflexion qui déjà dépasse les potentielles lubies personnelles. Donc on va dans le bon sens, maintenant on reste dans une certaine mesure inféodé à un système déjà en place qui finalement se substitue à de potentiels cadres plus impartiaux encore, parce que bâti sur un vrai consensus ou à minima sur un compromis collectif. Et sur ces questions-là, j'ai 3 autres lectures que j'aimerais vous recommander pour conclure l'épisode. Évidemment, le bouquin de Vincent Hédin, donc Quand la charité se fout de l'hôpital. Il y a aussi Capital et idéologie de Thomas Piketty qui parle un peu de ce sujet. Et le dernier que je voulais vous recommander n'est malheureusement pas encore traduit en français, mais il est excellent, de Méritocratie Trap de Daniel Markovits. J'espère en tout cas que ces réflexions et considérations sur la philanthropie, la charité et cette introduction à l'altruisme efficace vous auront donné envie de creuser le sujet. De mon côté, ces dernières semaines, j'avais besoin de repos, ce qui explique la pause de 15 jours dans la programmation habituelle, mais là ça va mieux, donc voilà, on reprend du service normalement. Donc d'ici le prochain épisode, prenez soin de vous, restez curieux, et à bientôt dans le nouveau paradigme. Si vous aimez mon travail et que vous voulez me soutenir, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez attribuer une note et suivre Nouveau Paradigme sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et YouTube, ou bien vous pouvez simplement le partager à vos amis et vos proches, le bouche à oreille aide toujours. Enfin, vous pouvez financer le podcast en vous rendant sur ma page Patreon ou Tipeee, et quel que soit le soutien que vous m'apportez, merci, c'est vraiment grâce à vous que mon travail peut continuer à exister et se pérenniser.